dans cette publicité, je vois trois choses particulières qui peuvent être intéressantes d'un point de vue de la persuasion publicitaire. La première, c'est qu'on est sur une publicité très jolie à regarder, avec beaucoup de couleurs. On voit bien un travail de l'agence de publicité pour que la pub soit très harmonieuse. Et ça, on sait que ce travail sur les couleurs, la présentation de la publicité, ça a vraiment un impact sur ce qu'on appelle l'attitude par rapport à la publicité, c'est-à-dire le fait d'apprécier ou pas une publicité. Et que cette attitude par rapport à la pub, elle a ensuite un impact sur l'appréciation de la marque et sur l'envie de consommer. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc un travail vraiment élaboré de stratégie publicitaire. La deuxième chose, c'est clairement une publicité qui a pour objectif de détourner la loi Evin. Puisqu'en fait le slogan c'est Born to Mix, donc ça nous rappelle de la musique, ça nous rappelle des DJ qui mixent, voilà, ce qui est un univers très familier des jeunes. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas associer dans la loi Evin l'alcool à des choses différentes des caractéristiques objectives et factuelles du produit. Donc là, le fait d'utiliser ce slogan, ça permet de faire une référence à la musique et donc par là même de détourner la loi Evin. Peut-être un point aussi intéressant sur notamment la partie de gauche, on a une bouteille de vodka associée à des fruits, donc des jus de fruits, etc. Ce qui permet certainement derrière cette association, il y a deux choses, hein, le fait d'associer la marque de vodka à des cocktails, parce que c'est quelque chose de très, très en vogue chez les jeunes, hein, de faire des cocktails. Et le deuxième point, c'est de réduire la nocivité perçue du produit en l'associant avec des pommes, des fruits, etc. Ce qui est intéressant aussi, hein, de gommer la dangerosité, d'autant plus que là, comme sur d'autres publicités, l'avertissement sanitaire est très peu visible. Il faut se mettre aussi dans la peau d'un enfant. Vous savez, les enfants, les mineurs, ils passent tous les jours devant des publicités telles que celle-ci. Ils en voient même devant leur école, devant leur collège. Et les enfants, quand ils sont en présence d'une publicité, eux, ce qui va les attirer, ce sont ces couleurs vives, ce sont ces fruits, c'est tout l'univers, toute l'atmosphère autour de ce produit. Et les enfants, comme les adultes, vont trouver que c'est plutôt beau, voire désirable. Certains enfants ne savent même pas qu'il s'agit d'une marque d'alcool. Moi, j'ai déjà entendu des enfants qui disaient « Oh, ça a l'air trop bon » en parlant de publicité, d'une boisson pour une marque d'alcool, justement parce qu'il y a beaucoup de fruits, parce que c'est mis en valeur, ça paraît très sucré. Donc les enfants, à force de recevoir de tels messages, ils en viennent finalement à considérer que cette marque, elle est anodine comme un simple jus de fruits, parce que rien dans cette publicité ne fait comprendre à un enfant ou à un adolescent qu'il y a du danger à boire ce produit, notamment à son âge. Donc on voit bien que l'idée, c'est vraiment d'inscrire dès le plus jeune âge les marques d'alcool dans l'univers quotidien, de les rendre familières et de casser finalement les messages d'avertissement que pourraient délivrer les parents ou les autorités de santé. L'autre point qui est marquant aussi dans cette publicité, je suppose que ça a été pris, c'est une photo qui est prise dans le métro. C'est que du coup, en lien avec ce que disait Guylaine tout de suite, c'est que tout le monde fréquente le métro, quel que soit l'âge. Ce qui fait qu'on va avoir et en plus, parfois en situation d'attente. Donc on regarde peut-être plus facilement que la publicité quand on attend que quand on passe rapidement dans la rue. Donc là, on va avoir une exposition à des âges extrêmement variés de cette publicité. Alors au départ, c'est pour ça que la loi Evin interdisait la publicité dans les lieux publics, typiquement là comme dans le métro ou dans la rue. Au départ, la publicité est autorisée seulement dans les zones de production d'alcool, mais avec un lobby très fort de l'industrie de l'alcool dès le départ, dès les années 92-93, cette spécificité de la loi Evin n'était plus d'actualité et a été autorisée partout. Et donc les enfants ne sont absolument plus protégés puisque dans le métro, à la sortie de l'école, dans la rue, on peut voir de la publicité très fréquente pour des marques d'alcool. Ce qui me paraît très important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, les publicités pour des marques d'alcool, ce sont d'abord et avant tout des œuvres d'art. D'ailleurs, certaines marques ont des contrats avec de jeunes créateurs, des artistes contemporains, et l'objectif est vraiment de sublimer le produit, de le rendre très beau et d'inviter, en regardant la publicité, à une expérience presque sensorielle, presque artistique. Il y a cette volonté-là, donc de transformer ce qui devrait être uniquement
simplement un message objectif présentant des caractéristiques d'un produit, donc de transformer ce message-là en une expérience qui devient une expérience forte au niveau sensoriel et émotionnel, puisque ces publicités, elles font aussi appel à nos émotions. Et on sait que les enfants, les ados, sont très sensibles à ces messages qui ont recours à des émotions. D'ailleurs, vous remarquerez souvent, on a une répétition, notamment dans les couloirs de métro, dans des endroits qui sont un petit peu tristes, pas très glamour. On a une répétition des affiches, on les voit. Et finalement, ça donne l'occasion à la future consommatrice, au futur consommateur qui passe devant les affiches, de s'évader. C'est véritablement, vous regardez ces affiches qui sont tellement belles, qui sont des œuvres d'art dans un lieu qui est plutôt tristoun, et ben ça vous permet de vous évader. Et c'est peut-être ça aussi l'idée derrière la présence de ces publicités de manière massive, c'est de dire dès le plus jeune âge, grâce à nous, les boissons alcoolisées, vous allez pouvoir vous évader, vous allez pouvoir vivre une expérience qui va vous faire sortir de votre quotidien. Alors pourquoi de la répétition? Parce que finalement, on voit deux marques côte à côte. Quand on circule dans une ville, à un certain moment, on voit plusieurs fois des marques qui sont répétées, des marques d'alcool qui sont répétées sur les affichages. Ça, c'est important d'avoir ça en tête, puisque la répétition, c'est vraiment le facteur clé de l'efficacité publicitaire. C'est important de répéter, pour que ça rentre dans l'esprit du consommateur, alors que ça rentre au niveau de la mémoire, bien sûr. Plus un enfant connaît une marque jeune, et plus du coup cette marque va lui être familière, et plus il va l'acheter, parce que la familiarité crée la confiance. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qui est intéressant aussi de constater dans cette répétition, c'est qu'on a une surreprésentation de messages positifs sur l'alcool, et ça aussi, ça joue sur les normes. Et à côté de ça, alors je vais vous le donner avec un montant budgétaire, ce sera peut-être plus simple à comprendre. On a très peu de messages qui contrebalancent, c'est-à-dire qui montrent l'effet négatif de l'alcool sur la consommation, sur la santé des jeunes, et sur de la santé en général, et sur les problèmes sociétaux que l'alcool peut entraîner. Puisque sur les pubs, le message sanitaire, il est masqué, on le voit presque plus, il est écrit en tout petit, il est là depuis tellement longtemps, 1991, que les gens ne le regardent plus du tout. Et en plus, en face, donc on a en France, sur une année classique, on va dire avant la Covid, il y a eu des estimations qui ont été faites pour estimer l'investissement publicitaire des industriels de l'alcool sur une année, hors réseaux sociaux. Donc autant vous dire que c'est très sous-évalué. On est à peu près à 250 millions d'euros d'investissement publicitaire, donc ça comprend la presse, la radio, la publicité dans la rue, entre autres. Et en face, les acteurs de la santé ont à peu près entre 3 et 4 millions pour faire des campagnes de prévention dans les médias. Donc on a un déséquilibre extrême et très criant entre les messages qui disent attention à votre santé, l'alcool, etc. et un bombardement de messages très positifs qui vont créer une norme extrêmement favorable à ces produits alcooliques. De la même façon que à l'intérieur des familles, les parents, beaucoup de parents sont très inquiets et essaient de faire de la prévention. Les parents avertissent leurs ados des dangers de l'alcool, on va essayer. Mais aucun parent ne réussit à rivaliser avec cette omniprésence de la publicité partout. Et on sait qu'à l'adolescence, une période qui est quand même une période de grande transformation, de grands changements, l'influence des parents, elle est toujours présente, mais elle est relativisée. Il va y avoir beaucoup plus de sensibilité aux influences extérieures, et il est quand même assez agaçant quand on est parent de constater que tout ce qu'on peut essayer de faire à l'intérieur de notre famille comme prévention, finalement, les industriels des boissons alcoolisées, ils viennent en grande partie le saboter, nos efforts de parents, parce que eux, contrairement à nous, ils vont donner constamment une image positive et uniquement positive de ces produits. On peut peut-être faire une remarque sur le message publicitaire, le message de prévention plutôt, qui est apposé de manière obligatoire depuis 1991. Ça, c'est la loi Evin sur toutes les publicités pour l'alcool. Bon, déjà, le premier constat, c'est pas le cas ici, mais sur un certain nombre de publicités, notamment sur les réseaux sociaux, ce message sanitaire n'apparaît pas. C'est une manière de détourner la loi. La deuxième remarque sur cet avertissement, c'est que si on prend la première partie du message, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
il est faux d'un point de vue sanitaire, puisque finalement on sait aujourd'hui que c'est pas l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé, mais c'est l'alcool tout court. Malheureusement, il n'y a pas de seuil de consommation sans risque. Alors il y a des seuils de consommation à moindre risque, tels que Santé publique France le recommande, pas plus de 10 unités par semaine, pas tous les jours, etc. Mais il n'y a pas de consommation sans risque. C'est pas l'abus seulement, c'est juste la consommation. Donc ça, déjà, cette première partie du message, elle est fausse. Donc elle devrait être changée, parce qu'en 91, c'était vrai, enfin, en tout cas au vu des données scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques que l'on a de la dangerosité de l'alcool, c'est plus vrai. La deuxième partie du message a été rajoutée par les industriels de l'alcool. Elle n'est absolument pas obligatoire. La partie à consommer avec modération, elle a été rajoutée très rapidement quand le message sanitaire est devenu obligatoire. On voit bien un petit peu, pour casser l'effet négatif de la première partie du message. On met une note de modération ou une note d'encouragement à la consommation, en disant à consommer avec modération. Alors nous, on a fait pas mal d'études sur ces messages sanitaires dans notre laboratoire de recherche. Alors déjà, on a regardé ce qui se passait quand on scrutait les yeux des gens, alors pas forcément des jeunes, mais des gens par rapport à une campagne publicitaire de ce type. En gros, les gens, ils vont regarder beaucoup de choses de ce qui se passe dans la pub, mais ils vont très peu regarder ce message sanitaire, parce qu'il est fondu dans la publicité, il est écrit en tout petit, voilà, il n'est pas du tout attractif par rapport au reste. Donc déjà, il est presque ignoré dès le stade de l'attention. Et la deuxième chose, on a aussi demandé aux gens de nous dire ce que ça voulait dire pour eux. La consommation modérée, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, les gens, c'est très subjectif comme idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est 2 verres par jour, 10 verres par semaine. Enfin, on a interrogé les gens sur ce que ça voulait dire pour eux avec modération. Donc déjà, ils ne le comprennent pas bien, ce message. Et en plus, c'est extrêmement variable selon leur propre niveau de consommation. Il y a une dimension extrêmement subjective. Donc en tout cas, sur les recommandations qu'on peut avoir au niveau de la littérature scientifique sur les avertissements sanitaires, à apposer sur les publicités ou sur les bouteilles d'alcool, parce que ce sont les deux supports où on peut apposer des avertissements. Le message là, tel qu'il est proposé aujourd'hui n'est absolument pas efficace du tout. Et il y a un lobby très fort au niveau de l'alcool, que ce soit sur les bouteilles ou sur les publicités, pour le conserver et pour surtout ne pas le bouger, surtout pas l'agrandir, pas changer de message, parce qu'en fait, on sait très bien aujourd'hui que ces deux messages-là, celui sur les publicités, celui sur les bouteilles et le petit pictogramme femme enceinte barrée qui est très très petit et noyé dans le marketing du packaging de la bouteille, sont des messages qui ne sont pas du tout efficaces parce que déjà ils ne sont même pas vus. D'ailleurs, à propos de cet avertissement sanitaire, on remarquera qu'il s'agit d'un écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, une personne qui ne sait pas lire ou qui a des difficultés avec la lecture, de toute manière, ne le remarquera pas et n'aura pas cette information. Alors vous allez me dire, c'est anecdotique. Non, ça ne l'est pas du tout, parce qu'on a beaucoup de publicités telles que celles-ci qui sont placées à proximité des établissements scolaires, notamment des écoles, et ça veut dire que chaque jour, il y a des centaines de milliers d'enfants, dont certains ne sont pas lecteurs ou ne sont pas de bons lecteurs ou de bonnes lectrices, qui sont exposés à ces messages. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pensé à eux, tout simplement. Et c'était d'ailleurs le sens de la loi E20 sous sa forme initiale, c'était de ne pas permettre l'exposition des mineurs à ces publicités. Or aujourd'hui, non seulement l'État accepte que des publicités s'adressent directement aux enfants à la sortie de l'école, mais en plus, l'État n'impose pas aux marques de mettre un picto, par exemple, ou quelques visuels que ce soit, qui informent ces enfants que le produit dont elles font la publicité dans leur lieu de vie est dangereux. Tous les produits toxiques qui sont susceptibles même de tuer des enfants se voient l'obligation d'apposer un pictogramme informant la dangerosité. Mais là, pas du tout. Donc un petit loulou, votre petite louloute qui voit cette publicité-là, le seul message qu'elle reçoit, c'est que c'est un produit désirable et que c'est un produit anodin comme un simple jus de fruits. Rien ne l'informe de la dangerosité du produit. Et je trouve que ça pose une véritable question presque éthique, voire juridique, du choix sanitaire qui est fait par l'État français de ne pas informer toute la population, y compris les non-lecteurs, les non-lectrices, de la dangerosité d'un produit dont on fait la publicité, y compris aux abords de lieux de vie des enfants. Et comme le disait Karine, la phrase « à consommer avec modération », c'est
un slogan que les marques d'alcool ajoutent volontairement pour atténuer le côté un peu anxiogène de l'avertissement sanitaire obligatoire qui comprend le mot dangereux. C'est pas vendeur sur un produit, hein, le mot dangereux. Donc on ajoute à consommer avec modération. Et si vous vous mettez dans la peau d'un mineur, d'une mineure qui lit ce message à consommer avec modération, ben ça lui dit quoi? Ça lui dit un mensonge. Ça lui dit que si il ou elle boit de l'alcool, si c'est avec modération, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, il n'y a aucun risque, ce qui est faux, Karine le disait, il n'y a pas de risque zéro, et encore moins quand on est adolescent. Donc cette injonction à boire de l'alcool, elle est particulièrement sournoise lorsqu'il s'agit de mineurs encore plus. C'est évident que le fait d'avoir de la publicité partout et de manière répétée, ça contribue clairement à faire penser que le produit n'est pas si dangereux que ça et qu'il est désirable. C'est évident que ça aussi, c'est un symbole interprété par le consommateur. Alors, sur la raison de pourquoi cette différence entre les deux produits, bon, je pense que déjà à l'époque, en 91, il y avait moins de littérature scientifique sur les dangers de l'alcool que sur les dangers du tabac. Donc on est en train de rattraper le retard là, sur la dangerosité de l'alcool, hein, et qu'il y a eu de ce fait, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves sanitaires fortes pour dire que à l'époque, hein, la consommation d'alcool, quel que soit le niveau, était problématique pour la santé. Il y a eu un lobbying extrêmement fort qui s'est engouffré dans cette loi E20 qui au départ donc empêchait la publicité dans la rue ou dans les lieux publics pour l'alcool, ce qui était le cas aussi pour le tabac, mais pour le tabac il n'y a pas eu vraiment, il y a eu du lobby évidemment, hein, pour contrer cette loi E20 tabac, mais qui était plus discutable d'un point de vue sociétal, étant donné la dangerosité perçue et réelle du produit à l'époque. Sur l'alcool, il y avait encore beaucoup de débats sur la dangerosité réelle selon le niveau de consommation, etc. Ce qui permet aussi, et avec aussi en plus l'ambiguïté qui perdure, hein, du fameux French Paradox. Hein. On entend encore quand même aujourd'hui un certain nombre de personnes, hein, qui expliquent ou qui pensent que le fait de boire de l'alcool de manière modérée, une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, le vin, le whisky, par exemple, pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc il y a une très forte ambiguïté au niveau de ce produit alcool, et donc encore plus fortement marquée en 91, parce que la littérature scientifique était moins avancée, qui fait que les industriels peuvent s'engouffrer dans ces brèches-là pour faire un lobby et pour dire que ce n'est pas si justifié que ça d'interdire ou d'avoir des interdictions, d'avoir des messages sanitaires forts, puisqu'il y a encore des doutes et on n'est pas très au clair sur la dangerosité réelle du produit alcool. Alors, c'est ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays, et notamment au niveau de l'Europe, hein, sur le lien entre alcool et cancer. Très, très souvent, ce lien est remis en cause par les industriels de l'alcool qui explique qu'il n'y a pas assez de littérature scientifique là-dessus, et qui fait donc pas informer à ce point les gens sur ce risque qui n'est pas encore suffisamment fondé d'un point de vue scientifique. Et on voit bien que cette différence de traitement entre les produits, elle a des impacts majeurs sur les adolescents. Quand on interroge les mineurs sur leur représentation, ils vont vous dire spontanément que la cigarette c'est dangereux. Ils associent le produit au cancer, à la maladie. Enfin, on a vu en une ou deux générations vraiment une dénormalisation de l'usage de tabac chez les mineurs. Tandis que pour l'alcool, c'est pas du tout le cas, et notamment parce qu'ils le disent eux-mêmes, hein, les mineurs, ils sont exposés dans leur environnement immédiat à énormément de publicité. Et pour eux, finalement, l'alcool est un produit anodin, c'est un produit banal, c'est un produit très attirant. Et quand on fait d'ailleurs le lien avec le cannabis, par exemple, eh bien, on voit bien qu'on a un discours qui est beaucoup plus ferme, un discours de répression, tandis que sur l'alcool, on a un discours de valorisation, de banalisation, et finalement, tout est fait pour orienter
la jeune ou le jeune consommateur vers ce produit alcool qui est pourtant le produit le plus dommageable à l'adolescence, puisqu'on sait que c'est 1 décès sur 5 chez les jeunes, c'est le produit qui est expérimenté le plus tôt, et c'est celui qui crée le plus de dommages à l'adolescence. Donc tout est fait par cette omniprésence publicitaire pour pousser les adolescentes et les ados vers ce produit. L'objectif au départ de la loi E20, donc évidemment de protéger les mineurs, c'est un objectif fort, mais il y avait un autre objectif également que nous a cité Claude Évin, parce qu'on l'a un peu interrogé sur cette loi, la genèse de cette loi, les arguments principaux en faveur de cette loi. Il nous expliquait qu'en fait c'était vraiment pour rendre le produit moins banal et moins normal, d'une part, et d'autre part pour réduire le poids des messages positifs, parce qu'à l'époque, dans les années 90 en France, le gouvernement a commencé à vouloir faire des campagnes de prévention plus massives dans les médias. Donc l'idée, c'était de se dire, plus on aura des messages positifs de l'industrie de l'alcool face aux messages de prévention, et moins nos messages de prévention seront efficaces. Et pas que les messages de prévention dans les médias d'ailleurs, les mesures de réduction de la consommation d'alcool en général. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que dès le départ de la loi E20, l'objectif était vraiment de dénormaliser ou de casser le côté banal du produit. Et il est évident que si on voit des publicités partout et des messages positifs partout, c'est ce qui s'est passé exactement de la même façon dans les années 60-70 au niveau de la cigarette. Dans l'esprit des individus, le produit ne peut pas être dangereux. D'autant plus quand il est associé avec des choses très banales et très positives dans le contexte publicitaire que l'on peut trouver aujourd'hui en France et qui, dans un certain nombre de cas, ne respectent pas la loi E20. Il faut aussi penser aux personnes qui sont en difficulté avec l'alcool, des personnes jeunes et des moins jeunes. Beaucoup de personnes témoignent de ce qu'elles ressentent quand elles sont exposées à une de ces publicités qui sont très belles, qui donnent envie. Faut savoir qu'une grande partie des adolescents déclarent, après avoir vu une publicité, que ça leur donnait envie de boire cette marque d'alcool. Et lorsque vous êtes en difficulté avec l'alcool, croiser sur son chemin une ou des publicités telles que celle-ci, ça peut générer chez certaines personnes ce qu'on appelle du craving, c'est une pulsion à consommer. Et je précise quand même qu'on a de plus en plus d'addictologues qui sonnent l'alerte en nous disant qu'ils voient venir de plus en plus de jeunes filles et de jeunes garçons en consultation d'addictologie pour des problèmes d'alcool. On a des personnes à 16, 17, 18 ans qui sont déjà en difficulté avec l'alcool. Et certaines de ces personnes, en sortant du centre d'addictologie, sont face à l'une de ces publicités. Donc ça pose là encore un véritable problème éthique, à la fois concernant l'ultra-valorisation, la banalisation du produit au sein de notre société, mais aussi pour des personnes particulièrement fragiles et vulnérables, cette incitation directe, alors que ces personnes combattent une addiction, ça pose réellement un problème d'éthique, je pense. Alors oui, la publicité, c'est évidemment un enjeu majeur. On n'est pas face à des philanthropes, là. Si l'industrie de l'alcool dépense à peu près 250 millions d'euros par an pour faire de la publicité, c'est pas pour rien. C'est quand même des sommes importantes, même si par rapport au profit que les marques d'alcool génèrent, ça reste relativement faible, mais c'est évidemment pour augmenter les parts de marché, évidemment pour améliorer l'image des produits, évidemment pour banaliser la consommation d'alcool. Donc la publicité, c'est un enjeu majeur et crucial. Donc c'est la raison pour laquelle il y a autant de lobbies dans le monde, c'est pas que en France, qui se battent contre les régulations, puisque l'OMS propose et recommande de réguler la publicité pour l'alcool. On a été un pays précurseur en France avec la loi E20. On est en train de perdre un petit peu de l'avance qu'on avait pu avoir à cette époque, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont presque totalement interdit la publicité pour l'alcool récemment. C'est par exemple le cas de la Lituanie et un peu moins récemment la Norvège, dans les années 75. Donc c'est un vrai enjeu, évidemment. Mais je dirais qu'au-delà de la publicité, l'enjeu aussi, c'est de conserver du marketing. Le marketing, c'est beaucoup plus large que la publicité. Ça englobe aussi la réduction des prix, ça englobe aussi le placement de produits dans les magasins. On appelle ça le merchandising. Ça englobe aussi une réflexion sur le goût du produit pour coller vraiment à la cible visée, avec tout l'enjeu des produits sucrés, aromatisés à l'alcool, au jus de fruits, etc. Et le marketing au sens large, vraiment sur l'ensemble des techniques marketing qu'on peut utiliser, touche
un grand nombre d'individus, donc évidemment les mineurs, mais également les personnes en situation de mésusage d'alcool. On a fait une étude avec une collègue du CHU de Brest sur des populations qui étaient en cure de sevrage et qui ont énormément de difficultés à résister à tous ces stimuli marketing. Et en particulier, alors il y en a, tous les stimuli marketing étaient très, très compliqués à vivre pour ces populations-là, mais il y a un outil marketing qui revenait très fortement, c'était les réductions prix dans les magasins, dans les supermarchés. On a vraiment des promotions massives, 2 bouteilles pour le prix d'une, plus 30% de packs de bière, etc. Ces injonctions à consommer via le portefeuille, c'est quelque chose de très tentant et dont il est très difficile de se retenir quand on est dans une situation de tentative d'arrêt de l'alcool ou en tout cas des populations en mésusage. C'est aussi un enjeu, ces questions de publicité, de citoyenneté, mais aussi de droits de l'enfant. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des experts de l'UNICEF, qui est l'Agence internationale des droits de l'enfant, de l'Organisation mondiale de la santé et de la revue des Lancet, qui se sont réunis, qui ont présenté un rapport dans lequel ces experts ont expliqué que le marketing des produits nocifs, tels que celui des boissons alcoolisées, c'est un véritable obstacle à l'atteinte des objectifs autour des droits de l'enfant. Et chaque maman, chaque papa doit bien se rendre compte que lorsqu'une publicité est présente devant l'école de leur enfant, ce n'est pas par hasard et que c'est un véritable enjeu aussi politique, puisque tout l'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants se familiarisent dès le plus jeune âge avec le produit. Alors, bien entendu, aucune marque d'alcool ne cherche à faire boire un enfant directement. L'objectif n'est pas que votre enfant de 7-8 ans aille s'acheter une vodka au supermarché. On est d'accord. Non, l'objectif, il est beaucoup plus subtil que cela. Il faut savoir qu'une marque d'alcool, elle a une vision stratégique à long terme. C'est pas du tout comme les femmes et les hommes politiques qui nous gouvernent, qui sont là pour des mandats relativement courts. Une marque d'alcool, elle pense sa stratégie sur 5, 10, 15, 20 ans. Atteindre les enfants aujourd'hui, se rendre familière aux yeux des enfants, comme le disait Karine tout à l'heure, ça augmente la chance pour cette marque d'être consommée lorsque l'enfant en question aura 14, 15, 18, 20 ans et plus tard. Donc tout l'enjeu, c'est déjà de se faire connaître auprès de nos enfants. Et cela, pour les mamans et les papas que nous sommes, c'est quand même relativement insupportable. Et la non-action de nos dirigeants sur ce sujet qui concerne la santé, la sécurité et l'avenir de toute une génération, elle est absolument déplorable. Alors, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, hein. Alors, notamment l'OMS, les associations, il y a aussi des gouvernements, hein. Je crois que la question, le problème prioritaire dans ce problème d'alcool, c'est la volonté politique. Et avoir des gouvernements qui sont beaucoup moins sensibles que d'autres aux sirènes des lobbies de l'alcool. Il y a des pays qui s'engagent et qui voient la réduction de la consommation d'alcool, hein. On sait très bien ce qu'il faut. Ce qui fonctionne. Ce qu'il faut et ce qui fonctionne, c'est une interdiction dans l'idéal complète de la publicité, une augmentation forte des prix pour réduire l'accès, une interdiction de vente aux mineurs, la possibilité d'avoir de l'aide pour le sevrage sur différents endroits géographiques et accessibles à la population, voilà, entre autres, hein, parmi les différentes mesures qui comptent, associées à des informations sur les dangers, même si ça ne suffit pas, mais c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant des dangers de l'alcool, notamment sur le risque cancer-alcool. Donc on sait ce qui marche, il y a des pays qui le font. Un exemple intéressant à regarder en ce moment, il y a la Norvège, hein, qui est très précurseur sur les sujets notamment du marketing, il y a la Lituanie qui a interdit en 2018 presque totalement la publicité pour l'alcool, et puis également l'Irlande. L'Irlande qui se mobilise, alors c'est pareil, hein, je vous disais que c'était très compliqué parce qu'ils ont réussi à gagner un certain nombre de choses, mais ils en ont perdu d'autres à cause du lobby de l'alcool. Donc sur les points qu'ils ont réussi à obtenir, il y a notamment le fait d'avoir des avertissements sanitaires sur les bouteilles d'alcool. Au-delà du petit pictogramme que nous pouvons avoir et qui est complètement illisible, en fait, ils ont réussi à faire passer des avertissements de plus grande taille,
et sur des risques plus méconnus des consommateurs que la femme enceinte et l'alcool, par exemple, même si c'est important de le répéter, bien sûr, hein, mais notamment sur le risque de cancer. Voilà, donc il y a des pays qui arrivent à le faire. Hein. C'est pas du tout une fatalité. C'est pas une fatalité, c'est une question de volonté politique. Et force est de constater que malheureusement en France, depuis plusieurs années, on a quand même un gouvernement qui est beaucoup plus sensible au secteur économique de l'alcool que au secteur santé et sanitaire, si je puis dire, et que les recommandations qui sont proposées par les acteurs de la santé publique et qui auraient vraiment pour conséquence de réduire la consommation d'alcool, puisque moi je pense notamment à l'expertise collective INSERM qui est sortie en 2021, sur la réduction d'alcool, justement, c'est le titre de l'expertise. Donc je faisais partie des experts qui ont travaillé sur cette expertise. On a rassemblé les mesures evidence-based, hein, c'est-à-dire basées sur la littérature scientifique, qui sont prouvées efficaces pour réduire la consommation d'alcool. C'est une expertise collective qui est restée sans réponse de la part du gouvernement, absolument sans réponse. Il n'y a rien eu de fait, il y a eu à minima, alors c'était même pas dans l'expertise collective, mais on préconisait, entre autres, hein, d'agrandir et de changer les avertissements sanitaires présents sur les bouteilles et sur les publicités. En 2018, ça a été recommandé aussi dans le cadre d'un plan addiction d'augmenter la taille du pictogramme femme enceinte sur les bouteilles pour le passer à un minimum de 1 cm. C'est resté sans réponse de la part du gouvernement. Alors moi qui travaille depuis maintenant 17 ans sur ce sujet, je constate de grands changements dans la société française. Je rejoins complètement ce que vient de dire Karine. Les seuls qui ne sont pas à la hauteur, ce sont finalement nos dirigeants. Mais la société, elle est au rendez-vous de la santé publique. En quelques années, le rapport à l'alcool a vraiment évolué et la prise de conscience des Françaises et des Français de l'influence des acteurs économiques sur les décisions des femmes et des hommes politiques, aujourd'hui, elle est majeure. Tous les sondages récents nous l'ont montré. La grande majorité des citoyennes et des citoyens déplorent la non-action du gouvernement sur l'alcool et ils ont conscience, ils le disent, du rôle dommageable joué par les acteurs économiques dans cette inaction. Donc je pense que les femmes et les hommes politiques qui ne pourront plus continuer éternellement à faire semblant que ce produit ne pose aucun problème et que c'est seulement de la richesse économique pour le pays. Il va falloir que nos dirigeants prennent conscience de cela parce que c'est une véritable attente. C'est une véritable attente de la population. Et il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent dans la société civile. Vous avez des citoyens qui le font à titre personnel, vous avez des professionnels de santé qui le font sur leur temps libre, vous avez des associations qui font un plaidoyer incroyable, vous avez des associations d'entraide, vous avez des patients experts. Il y a un grand mouvement autour de la question de l'alcool parce qu'il faut quand même se rendre compte que ce produit, il affecte quasiment toutes les familles. On parle de millions de personnes qui sont en difficulté et d'un nombre incroyable de dommages dans la population. Et ça, je pense que bientôt, ça va devenir un encore plus grand sujet de société. Alors, ce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est l'inaction du gouvernement pour mettre en place des mesures efficaces pour réduire la consommation, mais à l'inverse, l'action du gouvernement pour réduire l'impact des mesures de prévention, puisque ces dernières années, non seulement il y a absolument rien eu de fait sur les mesures de prévention, mais en plus sur des propositions d'acteurs de la santé dont on sait qu'elles ont un intérêt pour réduire la consommation d'alcool, par exemple le mois de janvier sans alcool, le Dry January, le défi de janvier, ou encore des campagnes de prévention sur les risques qui devaient être lancées par une institution publique. Ces campagnes nationales ont été refusées par le gouvernement. Donc non seulement il n'y a pas d'action pour mettre en place des mesures efficaces pour réduire la consommation, mais quand certaines institutions publiques proposent de mettre en place des campagnes, c'est refusé par le gouvernement.